Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Avec une douzaine d'années d'existence, Oco Hotel a trouvé sa place dans le paysage français de l'hôtellerie, hôtellerie urbaine. Découvrons ensemble comment. Pour en parler au micro, j'accueille sa directrice générale. Bonjour Solène. Bonjour François-Xavier. Merci de venir au micro. Alors, c'est la première fois que je reçois une marque hôtelière, donc j'en suis ravi. Très belle marque hôtelière. Pour débuter l'émission, penchons-nous un petit peu sur l'histoire d'Oco Hotel. Comment est née cette marque si particulière ? Eh bien écoute, c'est une histoire entrepreneuriale et familiale. Mon père a passé 15 ans au sein du groupe Accor. Il a eu la chance dans sa fin de carrière de créer pour eux une marque qui s'appelait Suite Hôtel. Et il a adoré cette expérience intrapreneuriale. Et à 57 ans, il a eu ce coup de folie de quitter ce grand groupe pour créer sa propre structure. Et il rêvait de créer sa marque 4 étoiles en centre-ville. Et il m'a recruté pour faire le marketing. Donc là, on retourne dans l'histoire, 2014, totalement. Alors moi, j'arrive en 2011. Oui. Donc tu vois, je fête mes 15 ans. D'accord. Et on ouvre le premier hôtel en 2014. C'est ça, avec une création d'hôtel en 2009, mais enfin une création d'entité. Et le temps que les choses se fassent, bah oui, un hôtel. Et puis crise économique, oui. très difficile. Ah oui, on était post-subprime en plus. Ouais, très très difficile de trouver des financements. Qui plus est, quand tu pars avec aucun appui. Bien sûr. Alors on avait quand même à nos côtés comme investisseur, et ça c'est pas rien, Paul Dubrul, qui était un des 2 cofondateurs du groupe Accor. Oui. C'est vrai que c'est un nom qui nous a ouvert à l'époque beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Avec une première ouverture donc d'hôtel à Nantes. Et puis après, s'en suivra notamment Lille, je crois. Alors la première année, en 2014, on a ouvert Nantes, Grenoble et Lyon. Oui. Et aujourd'hui, on est présent dans 15 villes françaises. Évidemment Paris, mais beaucoup de grandes villes comme Lille, comme Nice, Strasbourg, comme Cannes, comme Lyon. On est aussi dans des plus petites villes comme Bayonne et Toulon, et Troyes récemment. Rueil-Malmaison. Alors Rueil-Malmaison, il y a tout simplement beaucoup de sièges d'entreprise et une proximité avec Paris. Mais c'est vrai qu'on croit aussi au potentiel du 4 étoiles lifestyle dans des villes de taille moins importante que le top 10 français. Alors on va revenir bien entendu à toutes ces spécificités qui sont forcément intéressantes. Moi j'ai toujours une question traditionnelle en début d'émission, c'est d'où vient le nom Oco Hotel? Ça a été le grand input créatif de mon père. Ah oui. Il s'est levé un matin et il a dit « ce sera Oco Hotel ». D'accord. En hôtellerie, on aime les noms courts parce que ça finit toujours en enseigne sur le fronton d'un immeuble. C'est vrai, mais c'est vrai. Donc, il ne faut pas que ça coûte trop cher, il faut que ce soit lisible, donc on essaie d'être court. Et puis, c'est un palindrome, Oco. Bien sûr. Ça se retient facilement et on a vérifié que dans les langues étrangères, ça n'induise pas en erreur, que ça n'ait pas une signification étonnante. C'est vrai que ça se prononce très facilement. Et puis, pas de similarité en termes de recherche de noms, etc. C'est vrai que quand on est un peu expert de la marque et qu'on connaît un peu les marques, on se dit super intéressant. Enfin, en tous les cas, moi, ça a été ma réflexion. Parce que, en termes de similarité, j'en vois pas d'autres. Et puis c'est vrai que le O, c'est quand même la lettre de l'hospitalité. C'est une lettre qui enveloppe. On aime aussi que Oco ait une référence asiatisante. Au début, quand on a créé la marque, on a eu un parti pris design hyper fort. On avait des chambres très épurées. C'était très, très différenciant. Et on avait parfois des clients qui disaient « mais si, je sais, ils sont japonais, etc. » Et ça nous fait beaucoup rire. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est aussi cette logique de jouer sur des codes qui sont justement imprégnés au-delà de nos frontières. Donc, et c'est vrai que Oco, il faut quand même le préciser pour celles et ceux qui n'ont pas l'image et qui nous écoutent, c'est O-K
K.O. Exactement. Faut quand même le rappeler. Toujours pour brosser un petit peu le spectre de cette fabuleuse marque, quel est le chiffre en volume d'affaires, dirons-nous? Alors, Oco Hotel, c'est un groupe qui fait 60 millions d'euros de volume d'affaires. Oui. On a 16 hôtels, on en exploite plus de 2000 chambres d'hôtel sur tout le territoire et on est 350 collaborateurs. La 16e ouverture aura lieu à Marseille. En fin d'année, En fin d'année 2026. Et c'est, d'après ce que j'ai pu voir, plus de 1735 chambres. On arrive à 2000 chambres. 2000 chambres, waouh, sur le territoire français. Une expansion rapide en l'espace de 10 ans, un peu plus de 10 ans, on le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est une obligation pour une marque, justement, comme Oco, de grandir aussi vite ? C'est une certitude. Moi, mon père n'est pas venu en me disant « je veux monter un hôtel ». Déjà, j'aurais trouvé ça fou. L'hôtel de la gare, voilà, déjà, ça aurait été un énorme projet pour nous. Non, il est vraiment parti dans l'idée de créer une marque hôtelière. Et lui, ne connaissant pas spécialement la logique de marque, c'est pas le métier dont il venait. En revanche, il avait la logique du développement. Ce qu'il connaissait en hôtellerie, c'était le développement pur. Donc c'était, on arrive, on en ouvre 3 d'un coup, et on y va, on plante des drapeaux un petit peu coûte que coûte. Et en même temps, oui, la culture de marque, c'est effectivement d'avoir assez rapidement un réseau. Pour autant, alors c'est vrai que 15 ouvertures en 12 ans d'exploitation, c'est beaucoup pour un groupe indépendant. C'est très peu par rapport aux grands groupes internationaux qui ont des pouvoirs de frappe complètement dingues. Mais nous, on garde ce rythme de 1, 2, 3 hôtels par an maxi parce que pour le coup, on ne veut pas trahir notre ADN de marque. On a une façon de travailler nos projets qui, à la fois, il y a des choses qui sont très communes et en même temps une volonté de faire des produits spécifiques et d'adapter au maximum, de faire toujours mieux ouverture après ouverture pour continuer à valoriser notre marque. Avec un point de différenciation très très fort, on en parlait ensemble juste avant l'émission, qui est de dire, attention, c'est un projet indépendant. Alors effectivement, moi je ne me suis pas rendu compte quand j'ai commencé parce que j'avais 25 ans, on me dit « Tiens, tu veux monter une boîte, tu veux créer une marque avec moi ?» Ok, vas-y, on y va. Zéro question. Mais maintenant que je vois les choses avec le recul et que je connais surtout beaucoup mieux l'univers de l'hôtellerie-restauration, je mesure à quel point c'était un pari complètement dingue. Et je pense qu'on a eu 2 choses très importantes. On a eu de l'audace. On était une équipe composée à moitié de gens qui venaient de l'hôtellerie et à moitié de gens qui n'en venaient pas. Moi, je venais absolument pas de l'univers de l'hôtellerie. Et je pense que ça nous a donné une vraie liberté. Et une force, la mixité est une force dans ces cas-là. Et effectivement, la force de la mixité et de la diversité des points de vue. Et on a eu un time to market exceptionnel. Je te disais en préambule que c'est surtout les grands groupes qui créent des marques. La première marque qui a été créée en France, c'était Novotel. Puis Accor, on a créé plein d'autres qu'on connaît tous, les Ibis, les Sofitel, etc. Et la première création de marque indépendante depuis donc cette hôtellerie standardisée, c'était Mama Shelter, créée par la famille Trigano, qui ouvre en 2008 un Mama Shelter à Port de Bagnolet. Tout le monde se dit, c'est des fous furieux. Et en fait, c'est un succès incroyable. Et nous, en 2014, on ouvre le premier à Nantes. Et là aussi, très gros succès presse, mais aussi gros succès commercial. Comme quoi, il y avait une vraie attente pour une hôtellerie renouvelée de la part des voyageurs. Quels sont les points d'effort, justement, qui sont vécus au moment du lancement d'une marque comme celle-ci ? Parce qu'on ouvre un premier hôtel, mais en même temps, on ouvre une marque, enfin, on lance une marque. En fait, je pense que moi, j'ai beaucoup joué sur la notoriété et la communication, ce qui était très peu fait en hôtellerie. J'ai eu la chance de passer ma césure au sein du groupe LVMH, chez Dior et chez Vuitton en marketing développement, ce qui pour moi est la meilleure école de marketing de France, très clairement. Donc après, j'ai fait un master entrepreneuriat parce que faire un master marketing derrière, ça servait à rien. Mais du coup, j'ai découvert des codes que j'ai vraiment appliqués à l'hôtellerie. Je te donne un exemple. Quand on a voulu communiquer en amont de l'ouverture de nos hôtels, les agences classiques nous disaient c'est de la folie, t'as même pas de photos, t'as pas ta première chambre, qu'est-ce qu'on va raconter ? Et on s'est dit non, en fait on va être complètement disruptif
on a présenté notre chambre témoin entièrement en blanc, ce qui n'existe pas parce que le blanc en hôtellerie, c'est l'enfer, c'est pas opérationnel. Donc notre chambre témoin entièrement en blanc à maison et objets. Donc on avait une prise de parole déco dans l'univers de l'hôtellerie. En fait, ils n'avaient jamais vu ça. Donc on a eu un prix du jury du salon, on a eu beaucoup de presse. Ça, c'était 1 an avant l'ouverture de Nantes. Donc, en fait, on a su susciter l'envie, l'attente. Et quand on a démarré, ce qui était obsessionnel pour nous, c'était la qualité client. Et oui, le Et sens tout du ce détail, qui allait du se luxe dire- est passé par là aussi. Voilà, tout ce qui allait se dire sur l'expérience client Ok. par nos premiers clients. Je comprends mieux en fait. Je comprends mieux parce que je trouve qu'il y a un style chez Oco qui est effectivement dans la logique du détail. Quand on rentre dans un hall, attention, là, rien n'est laissé au hasard. Mais en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément étonnée en intégrant l'univers de l'hôtellerie. C'est que, à part dans le très, très, très haut de gamme, en fait, il y a peu ou pas d'équipe marketing ou des gens qui viennent de l'opérationnel. C'est-à-dire que c'est pas forcément un métier de concevoir en totalité une expérience hôtelière et du coup, l'exigence de cohérence était encore très très faible, ce qu'a super bien compris Mama. Enfin voilà, il y avait la déco, le F&B, le recrutement du staff, la tenue, tout allait ensemble, la com sur les réseaux sociaux, voilà. Et nous, dans un univers complètement différent, on a essayé de faire la même chose avec Oco, quelque chose d'ultra cohérent. Bon, Mama Shelter qui a été au passage racheté par Accor, ça c'est encore autre chose. Quel est le développement aujourd'hui attendu? C'est quoi? C'est 40 hôtels dans quelques années pour Oco? Nous, on estime que la marque Oco Hotel, elle a un potentiel de 50 adresses en France et en Europe. On espère ajouter une bonne dizaine d'adresses d'ici 2030. On a plein de schémas de développement possibles, mais c'est vrai qu'on reçoit peut-être plus de 300 dossiers par an qu'on regarde, et en réalité, on va vraiment en creuser 25-30. Parce qu'il faut préciser que vous n'êtes pas en franchise, vous êtes en propre. Alors, nous, on s'est majoritairement développé en propre, c'est-à-dire qu'on a le fonds de commerce de nos établissements. On fait aussi du contrat de management. Ça, c'est très spécifique au métier de l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on opère des établissements pour compte de tiers, contre des fees. Et on a ouvert récemment notre produit franchise, puisqu'on considère que la marque est arrivée à maturité de ce point de vue-là. Après, mon objectif, c'est pas d'avoir 30 franchises Oco dans le réseau, c'est plutôt d'avoir un outil pour l'hôtelier qui a un chouette produit, qui partage notre vision de l'hôtellerie et qui est bien implanté dans sa zone, donc qui sera un meilleur ambassadeur peut-être encore que nous, Bien sûr. et qui a envie de rejoindre le groupe. Donc plus un connaisseur aussi de la proximité, en tous les cas dans un environnement régional qui maîtrise bien aussi. Absolument, Ouais, c'est notamment pour les villes de taille secondaire, Bien sûr. où là, quand on sépare les murs et le fonds de commerce, on n'est pas très efficient économiquement. On n'est pas sur de l'opportunité de franchisé qui Non, pense se développer sur n'importe quel territoire avec n'importe qui. Si je puis me exactement. permettre. Si je puis me permettre. Oco Hotel revendique aussi un concept hôtelier lifestyle. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est en même temps lifestyle, c'est urbain, c'est accessible, mais c'est surtout aussi 4 étoiles. Et le positionnement 4 étoiles, comment est-il arrivé? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Voilà. C'est une super question. Alors, le lifestyle, c'est un mot hyper galvaudé. Oui, C'est un peu le truc tarte à la crème. c'est vrai. Moi, je pense que on avait la même conviction, Mama Shelter, Citizen M aussi, et nous, 3 marques qui ont émergé à peu près à la même époque dans le paysage hôtelier. On avait compris que c'est plus dans les chambres que se passerait le cœur de l'expérience, mais dans les parties communes. Et on a eu des réponses très différentes. Donc, le lifestyle chez Oco Hotel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta chambre, elle est assez compacte. Tu es en hyper centre-ville des grandes et moyennes villes françaises. Le foncier coûte cher. Donc, nous, on a des chambres qui font entre 17 et 19 mètres carrés. Là où le standard en 4 étoiles est à 25. En revanche, même si ta chambre est top, hyper confortable, que tu as tout ce qu'il te faut, on va faire en sorte que tu passes du temps dans les parties communes. Donc nous, on appelle ça le club. C'est vraiment le cœur du concept Oco. C'est 200 à 400 mètres carrés de parties communes qui sont dédiées aux clients.
aux clients, mais aussi à la clientèle extérieure. Et c'est vraiment décoré et scénarisé de façon extrêmement poussée. Et c'est vrai que quand on a sorti ces produits-là au début des années 2010 en Europe, vraiment ce qu'il y avait dans le 4 étoiles, c'était encore très standardisé, très à l'ancienne, très statutaire. Tu avais souvent une grande salle de petit déjeuner, les tables les unes un peu à côté des autres, une salle de séminaire, un accueil très froid avec un grand desk. Et ça donnait aussi une image du 4 étoiles qui faisait peur à certains clients. Bien sûr. Donc dans l'esprit de mon père, il y avait aussi l'idée de dire je veux du 4 étoiles décomplexé, que les gens n'aient pas peur de venir. Et en même temps, quand je t'écoute, je me dis, c'est aussi un point tactique. Je me dis, prendre une longueur d'avance dans les chambres, on se fait vite rattraper par les concurrents, alors que lorsqu'on a le bon concept abouti sur les autres parties, là déjà, on se différencie beaucoup plus et le temps qu'on nous rattrape, ça va peut-être pas se faire comme ça en fonction justement des structures qui n'ont pas votre agilité. Ah bah, c'est vrai qu'à l'époque, c'était hyper différenciant. Et aujourd'hui, un hôtel de 100 chambres qui veut se rénover pour faire du lifestyle, bah, s'il a 80 mètres carrés de parties communes, même s'il a des chambres de 30 mètres carrés, il va avoir, dans certaines villes, beaucoup de mal à vendre son concept. Bien évidemment. Et en même temps, comment on situe Oco Hotel 4 étoiles? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du haut de gamme? On est sur un moyen de gamme plus, abordable? Comment on arrive à positionner tout ça pour celles et ceux qui nous écoutent? Moi, je te rejoins. Le système des étoiles, Oui. il ne veut pas dire grand-chose, d'autant plus qu'il n'est pas uniformisé à l'échelle internationale ni même européenne. C'est-à-dire que le 4 étoiles français ne vaut pas le 4 étoiles belge et ne vaut pas le 4 étoiles thaïlandais. Donc on perd tous beaucoup nos clients sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le client, il essaie plutôt de se dire comme toi, dans quelle gamme je suis. Nous, au Co-Hotel, on considère qu'on est upper mid-scale. Wow. Ouais, c'est pointu. C'est-à-dire que le pur haut de gamme, on trouve que c'est peut-être un peu trop clivant, un peu trop limitant. Oui. Mais on est un peu mieux que le moyenne gamme, donc le upper mid-scale nous va bien. D'accord. Et puis après, je pense qu'il y a la notion de tarif qui fait que on comprend vite aussi la ligne sur laquelle vous êtes. La chambre moyenne chez Oco Hotel, elle se situe aussi aux alentours de quel prix aujourd'hui? Alors nous, c'est vrai que c'était une priorité de faire de l'expérience client et du design accessible. Donc on est en moyenne à 130 € en région et en moyenne à 180 à Paris. C'est des tarifs qui Tout sont à fait accessible. ultra compétitifs. Ah oui. Des voyageurs qui viennent en plus de tous les horizons, je suppose, parce que, allez, on va dire des hommes d'affaires, mais aussi beaucoup de touristes de passage. Oui, nous on estime qu'on a un mix 60-40 entre le business et le loisir. Après, aujourd'hui, c'est vrai que les codes du voyage ont beaucoup changé. Oui. On a de plus en plus de mal à savoir qui vient pour affaires, qui vient pour loisirs. Mais il y a quand même des constantes. Toute une partie de notre activité est dédiée à la clientèle qu'on appelle corporate, donc les grandes entreprises avec qui on signe des contrats à l'année sur toute ou partie de notre parc. Et puis après, évidemment, beaucoup de clientèle individuelle, donc des gens qui se déplacent pour le travail, mais aussi des gens qui se déplacent pour les loisirs. On parlait développement d'ailleurs tout à l'heure à l'international. Cette volonté d'aller sur d'autres pays ou en tous les cas d'autres capitales européennes, c'est aussi un moyen de renforcer l'image de marque qui va en plus peut-être ressurgir de manière très positive sur les hôtels français. Absolument. Nous, quand on analyse les nationalités de nos clients, c'est que les top nationalités sont des Européens. Ouais. Donc des gens qui viennent du UK, du Benelux, de l'Espagne et d'Italie et d'Allemagne prioritairement. D'accord. Et qui dans les commentaires nous écrivent à Caen un hôtel, à Bruxelles, hôtel. À Londres. Exactement, donc c'est très encourageant. Nous, on voit que dans ces villes, même s'il y a une forte compétition, il y a encore de la place pour de l'hôtellerie lifestyle 4 étoiles. Donc oui, on essaye de planter un premier drapeau. Bon, on espère voir apparaître rapidement de nouvelles implantations au Co-Hotel à l'étranger. Alors bien sûr, tout à l'heure, on parlait de l'expérience client. L'expérience client, ça reste quelque chose de relativement large et j'aime bien comprendre l'articulation, la vision, décrypter un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent. Concrètement, par rapport aux autres chaînes, quel est, on va dire, le point central de l'expérience client au Co-Hotel? Y a deux choses. Dans l'hôtellerie, tu as le hard
Et tu as le soft. Le hard, c'est tout ce que tu vas voir. Et le soft, c'est le service. Donc, dans l'expérience client, le produit au co-hôtel, c'est donc ces fameuses parties communes. Le club où tu as accès 24 heures sur 24. Et un peu comme dans un lunch d'aéroport, tu peux te servir toi-même, et c'est compris dans le prix de ta chambre. Ça, c'est à l'américaine. De thé, de café, de petits gâteaux en vrac, de fruits frais. Et ça, en fait, au-delà du côté c'est offert, qui est très agréable et qui génère de la convivialité, tu donnes quand même de l'autonomie à des gens qui, pour la plupart, sont dans un moment de leur journée où ils peuvent avoir la flemme de demander. C'est-à-dire, il y a vraiment des moments de service. Au petit déjeuner, tu as une équipe, etc. Le soir, à l'heure de l'apéritivo, tu as une équipe. Mais en fait, quand tu arrives à 15h après une balade dans la ville, ou quand tu sors de ton TGV et que tu as 20 minutes avant de partir à un dîner d'affaires, tu as besoin que les choses elles se fassent vite. Donc, on a fait en sorte que tu retrouves les codes de chez toi. En fait, c'est chez toi, mais super mieux décoré. Et tu peux ouvrir le frigo et tu peux te servir de ce que tu veux. Oui. Ça, c'est le cœur du concept. Le hard. Voilà, ça c'est. Et en même temps, ça permet aussi de répondre à des codes qui sont très connus internationaux. Je parlais des États-Unis. Les États-Unis, moi, quand on me dit ça, ça me choque pas pour avoir été très souvent là-bas. Les codes aussi des hôtels all inclusive qui se sont développés partout dans le monde, où on a l'habitude, en fait, on a pris cette habitude aussi là, et c'est un peu un réflexe. Et on se dit, mais si je ne trouve pas comme ça, pourquoi ? Ce que tu dis est très vrai, mais c'est encore aujourd'hui très peu répandu en 4 étoiles. Ouais. Et tu vois, 12 ans après l'ouverture de la marque, à chaque accueil de clients, on pose la question, est-ce que vous connaissez Oco-Hotel ? Et le cas échéant, on fait visiter le club et on explique au client qu'il a le droit de se servir. C'est vraiment encore très ancré que tu dois payer pour tout en 4 étoiles. Donc voilà, il y a ce club, il y a nos chambres qui sont un peu des cocons où tu dois te sentir bien, où là, on va vraiment miser sur le bien-être. Donc, tu as un lit qui est éco-conçu avec le seul fabricant en Europe qui te fait un matelas entièrement en fibres naturelles. Qui ça ? Cocomat, très belle marque. On a reçu Dunlopillo, made in France, mais voilà. Alors, franchement, c'est une boîte assez dingue. Ouais. Et très belle histoire. Nous, on a eu un coup de cœur pour cette équipe et leurs produits. Ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup, qui fait partie des marqueurs de marque. C'est aussi les draps. Oui. C'est du lin froissé. En fait, partout dans l'hôtellerie, quand tu vois les draps... Made in France ? Alors, pour le coup, c'est italien. Italien, bon. Made in Europe. C'est européen. Quand tu vas dans l'hôtellerie, en voyant les draps, tu sais tout de suite que tu es dans une chambre d'hôtel. C'est vrai. La plupart du temps, tu as ce truc avec une bande satin et une bande mat que tu ne trouves que dans l'hôtellerie. Donc voilà, tout le monde a le même linge, à part au Ritz. Et du coup, tu te dis, c'est dommage quand même, j'ai un linge de lit qui est moins quali que chez moi. Voilà, donc nous, on a voulu créer la différence là-dessus. Donc voilà, tu as tout cet ensemble... On parlait du sens du détail, et bien, nous y sommes. Oui, moi, c'est vrai que c'est aussi une expérience globale. Il y a l'odeur Oco, il y a tous ces petits détails de décoration, d'accessoirisation. Vous faites de l'olfactif aussi ? Oui. D'accord. Ça, pareil. Avec qui ? Moi, j'ai fait ça. À l'époque, c'est le nez d'Abercrombie qui nous avait fait le parfum sur la base d'une discussion téléphonique qu'on avait eue, avant même qu'on ouvre le premier hôtel. D'accord. J'ai écrit sur l'olfactif il y a quelques années, justement sur les marques, avec Emosense. Et l'olfactif est un des grands pouvoirs des marques. On l'oublie, mais... Effectivement, là aussi, moi, c'est un peu un code emprunté au retail. J'avais cette idée que tu rentres dans un endroit, tu dois avoir une odeur qui fait tilt dans ton cerveau et qui te dit, ça y est, tu es chez Oco. Et après, donc, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est les gens qui t'accueillent. Et ça, c'est le cœur de l'hôtellerie. C'était vraiment la conviction de mon père, c'était de se dire, on peut faire les plus beaux hôtels du monde. Ce qui fait revenir les gens, c'est la qualité de la literie, la qualité du café, la qualité de l'accueil. La qualité de l'accueil, la façon dont tu as recruté et dont tu as formé les gens qui accueillent tes clients. J'adore. On a fait une émission l'an dernier avec Sabine Thémin, qui est une grande prêtresse de la formation luxe et retail, puisque elle est à la tête de Luxury Retail. Je lui fais un coucou d'ailleurs à Sabine. C'est elle qui forme notamment tous les gens aujourd'hui qui sont dans les équipes de Porsche en France, de Balenciaga, de la Samaritaine, etc. Et elle me parlait notamment du small talk, le fameux small talk. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez fait un bon voyage, etc. Et elle disait que c'était une force
indéniablement sous-représenté chez beaucoup, mais par contre, celles et ceux qui l'appliquent avaient derrière des retours d'expérience cliente qui étaient extraordinaires. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du savoir-faire que ça demande. Chez Ocotel, on fait 91% de satisfaction sur le critère de l'accueil. Incroyable. Donc je crois que 9 sur 10. bien sûr, on a une belle marque, mais on a surtout une qualité d'exécution qui est devenue centrale dans un univers où tout le monde fait plus beau, plus grand, plus fort. Et ça passe vraiment beaucoup, effectivement, comme tu le dis, par la formation. Nous, on parle pas forcément de small talk chez Oco, mais on parle d'écoute active. Donc, ils ont des scénarios d'accueil, mais en fait, ils s'adaptent. Tu sais ce que tu dois dérouler. Si ton client, il arrive et que tu sens qu'il est crevé, qu'il veut juste sa carte de chambre pour aller prendre sa douche, eh ben, tu abrèges et tu restes Voilà qui est dit. disponible, souriant, etc. Et souvent, dans ce genre de cas, le client, il va redescendre 1 heure après et là, il sera disponible pour un échange. Donc, surtout, on s'adapte à la façon dont le client se sent. Donc ça veut dire que vous passez par des logiques un peu de personae que vous avez définies en fonction des typologies de clients que vous avez face à vous. En fait, on a plus des scénarios officiels et on fait confiance à nos équipes et on les entraîne au travers de jeux de rôle à s'adapter, à avoir le bon mot au bon moment et la bonne attitude et la bonne réponse. Et puis évidemment, on fait beaucoup de formations gestion de conflits. Ah oui. Parce qu'en post-Covid, on sent que la santé mentale a été quand même bien entachée et on a plus de conflits et de situations difficiles qu'on en avait avant le Covid. D'agressivité, d'exigence malvenue. Absolument. Ouais, c'est quelque chose qui est devenu international d'ailleurs au passage. Oui, et c'est vrai que c'est dur à vivre pour les équipes, c'est dur à vivre pour les managers qui soutiennent leurs équipes au quotidien. Moi, parfois, je suis un petit peu en colère de la façon dont les gens se comportent parce qu'ils se disent qu'ils ont payé et que c'est normal. En revanche, il existe des techniques hyper efficaces pour désamorcer. Et donc, un collaborateur qui est formé, c'est un collaborateur qui va se sentir un peu moins seul dans ces moments-là. Il faut tous les former au karaté, ça ira mieux. Une petite prise bien faite de judo dans le hall de l'hôtel et puis voilà, tout le monde se met d'accord. Non, plus sérieusement, sur le plan marketing, bien entendu, c'est une marque qui a sa notoriété, qui grandit au fur et à mesure, mais quels sont les canaux différenciants et vraiment efficaces aujourd'hui dans l'hôtellerie? Moi, je fais un peu le candide sur le sujet, mais alors oui, bien sûr, on va me dire les réseaux sociaux. D'accord, mais oui, comment? Alors en fait, la distribution hôtelière, elle est déjà hyper organisée. Et malheureusement, les hôteliers ont perdu un très grand combat il y a bien une quinzaine d'années, qui est celle de la distribution sur Internet. Ils ont laissé émerger des agences de voyage en ligne, les Booking, les Expedia, etc., qui sont devenus des champions de la com, mais aussi de l'UX. Il n'y a rien de plus simple que de réserver une chambre d'hôtel. Et de l'algorithme aussi pour pousser les gens. Enfin, faut reconnaître, c'est quand même des champions, quoi. Donc voilà, cette guerre-là, elle a été un peu perdue. Donc ce qui nous reste, c'est effectivement notre site web, qui, dans le cas d'une marque, doit être à la fois très efficient en termes de moteur de réservation, mais doit aussi être un site de contenu, un site vitrine qui met en avant la marque employeur, etc., etc. Donc, c'est très complet. Bien sûr. C'est difficile. Et après, il y a tout ce qui va être les réseaux sociaux, évidemment, Instagram, qui, sur le voyage, est vraiment le réseau aspirationnel par excellence. Instagram, justement. Et maintenant, c'est la question. Instagram, je rebondis parce qu'en comparaison avec d'autres concurrents, je vois que sur Instagram, la communauté OCO est quand même relativement restreinte, si je puis me permettre. Enfin, j'ai 27 000 abonnés, c'est le point faible d'OCO Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas dingue. Après, moi, ce que je regarde plus que la taille de la communauté, c'est le taux d'engagement. Et chez nous, il est très élevé. Donc, c'est ça qui est important dans l'impact de ce qu'on fait. Et après, ce à quoi nos équipes sont attachées, c'est aussi notre base CRM et les clients qui reviennent chez nous, ceux qu'on appelle les repeaters. À chaque fois qu'on ouvre un nouvel établissement, nos premiers clients, c'est des clients Oco Hotel. Donc, on est plutôt content de ça. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire
pour activer cette base et lui proposer des offres très spécifiques pour lui donner envie de rester loyal à notre marque. Question provocante de ma part d'ailleurs, mais je suis ravi d'entendre ça parce que ça veut dire aussi que la marque Oco, et comme d'autres marques, fait des choix, les assume et préfère miser sur la qualité et non pas sur une popularité, une notoriété avec 500 000 abonnés qui sont globalement fake. Oui. Aussi. C'est pas très utile. Voilà, globalement, on fait du business. Les avis en ligne, d'ailleurs, peuvent booster les bookings, impacter positivement la réputation. Mais parlons aussi d'une autre question, alors là, qui ne fâche pas, mais qui pose problème, celle des faux avis en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous la subissez aussi, cette concurrence déloyale, quelquefois, qui est là pour sabrer un peu le moral de celles et ceux comme toi, qui entreprennent et qui ne reflètent pas vraiment la réalité? Peu. Et nos équipes les traquent. Donc, ils passent beaucoup de temps à répondre aux avis et à les analyser. Donc, quand il y en a, on fait une déclaration. En principe, ça se règle vite. Ce qui est un peu plus pénible, c'est les clients qui font du chantage au mauvais avis. Il s'est passé ça pendant mon séjour, je veux un remboursement intégral, sinon je mets un mauvais avis sur votre site. Et ça, c'est pas très très sympa. Donc souvent, de temps en temps, ça remonte jusqu'à moi. Et c'est vrai que nous, on essaie de dire à nos équipes de pas céder au chantage. Et qu'après, même un mauvais commentaire avec une réponse qui est factuelle, constructive, ça peut arriver que ça se passe pas bien. Auquel cas, il y a un geste commercial, il y a quelque chose qui est fait, il y a des excuses qui sont présentées, bien évidemment. Mais si c'est de la pure mauvaise foi pour venir chercher un remboursement, on n'aime pas trop céder. Les haters ne sont pas forcément toujours les bienvenus chez d'ailleurs beaucoup de marques. J'ai noté aussi que Auto Hotel, c'est une marque qui affiche un engagement entrepreneurial vers l'hôtellerie durable et responsable. Tout à l'heure, tu parlais du lin, par exemple. Je suppose qu'il y a cette filière responsable derrière. Comment ça se traduit sur le terrain? Vous faites notamment des partenariats avec d'autres marques engagées? Alors, c'est très fort. On est entreprise à mission depuis 2023. Donc, on a changé toute notre gouvernance pour mettre la RSE à chaque étape de notre stratégie. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas un département RSE et d'autres départements. C'est toutes les équipes qui sont engagées dans ces sujets-là. Donc, effectivement, sur la partie notamment restauration, mais aussi l'ensemble des achats, c'est fondamental pour nous de travailler avec des gens qui partagent notre valeur, qui partagent nos engagements, notamment en termes de responsabilité vis-à-vis du climat. Pour te donner un exemple, nous, on fait un peu plus de 20% de nos achats restauration, donc aliments et boissons, à moins de 100 km de nos hôtels. Circuit court, c'est soit bio, soit artisanal. Ça, c'est hyper important pour nous. On veut contribuer au bien-être de nos clients et on veut continuer à développer des écosystèmes locaux qui font du bien à l'économie et à la planète. Bien sûr, oui, vous n'êtes pas dans une logique de cavalier seul. Je suppose que vous n'êtes pas au niveau du groupe aujourd'hui épargné sur le sujet de l'emploi, du recrutement, qui ne doit pas forcément être très simple tous les jours. Comment une marque comme Oco arrive à attirer de nouveaux talents, puis aussi de les fidéliser, parce qu'on en parle peu quelquefois, mais derrière ces marques aussi, il faut les bonnes personnes et les garder. Alors effectivement, nous, dans l'hôtellerie-restauration, on n'est pas épargnés sur ce sujet. C'est encore pire post-Covid. Pour te donner une idée, il y a à peu près 200 000 postes qui ne sont pas pourvus chaque année dans notre secteur. Donc c'est vraiment la course au talent et même la course à la main-d'œuvre tout court. On ne se parle pas que des talents. La chance qu'on a chez Oco Hotel, c'est déjà la marque en elle-même attire. On a des établissements en bon état, relativement neuf. On a une image de boîte jeune, outsider sur le marché. On a cet engagement RSE. La patronne est sympa. Ça, je sais pas, mais en tout cas, non, mais c'est une boîte familiale. Il y a une tête dessus, tu vois. Bien sûr. Tu sais pour qui tu travailles. Bien sûr. Moi, je viens en vélo électrique tous les jours. Donc, tu sais que quand tu bosses chez Oco, tu travailles pas à mon enrichissement personnel.
personnel, que oui, c'est une boîte familiale montée par des entrepreneurs, avec un engagement RSE pour des collaborateurs qui se sentent de plus en plus concernés par l'engagement sociétal. On a des équipes jeunes et puis après, on a une politique marque employeur. Oui. Donc, il y a Oco-Hotel d'un côté, mais à côté, il y a la marque employeur Oco-Hotel où on a fait le même travail de marque. On s'est posé la question de notre raison d'être, de la promesse qu'on allait faire à nos collaborateurs quand ils intègrent le groupe. Et dessous, on a décliné tout un ensemble de com et d'actions super concrètes pour montrer que ça vaut le coup de rejoindre le groupe. Pour accompagner, pour fidéliser, bien entendu. Bien sûr, il y a des choses qui sont liées à la reconnaissance. Et vous formez en plus. Salariale, mais pas que. Oui. Beaucoup de choses liées à la formation. Bien sûr. Nous, on a dépensé plus de 120 000 € en formation l'année dernière. On considère que chaque collaborateur présent dans l'année doit recevoir à minima une formation. Voilà pourquoi il faut aussi des entrepreneurs en France, parce qu'on forme aussi les gens. C'est important de le dire, c'est important. Et la promesse, c'est que quelqu'un qui veut rester et grandir aux soins de la boîte puisse le faire, Bien sûr. mais que ceux qui comptent ne pas rester forcément trop longtemps, puissent développer leur employabilité pendant leur séjour chez Oco. On arrive quasiment à la fin de l'émission, mais j'ai quand même, et forcément, une dernière question. On a de cesse de parler de l'intelligence artificielle, dans tous les secteurs d'ailleurs. Hein. Est-ce que chez Oco-Hotel, vous l'utilisez, et 2, quel gain en fait peut apporter l'intelligence artificielle dans un métier et un secteur dans lequel Oco se trouve? Alors nous, on l'utilise déjà dans un domaine qui est très simple, qui est celui du revenue management. D'accord. Donc c'est les gens qui font varier les tarifs et qui ouvrent et ferment les canaux de distribution. Mais ces gens-là, comme tout le monde, le soir, ils rentrent chez eux, le week-end, ils sont off et puis ils sont en vacances. Okay. Donc aujourd'hui, on a des systèmes, des revenue management systems qui se basent sur l'IA pour faire de la prédiction, pour pousser des propositions et qui sont même en mesure de faire des choix comme on les a entraînés à faire quand il n'y a plus d'humains pour les prendre à leur place. Ça veut dire, en traduction aussi, je ne dis pas que ce qui est compliqué, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a une forme de tarification intelligente qui va se générer en fonction, je vais dire, du nombre de gens qui ont cliqué quelque part. Totalement ou alors en fonction des disponibilités que vous voulez pousser. En fonction d'énormément de paramètres, en fonction de la météo, en fonction du calendrier d'événements. En fait, s'ils voient que parfois tu as un très gros match de foot qui il donne la date à 23h30 et là c'est la folie pour réserver les chambres d'hôtel, là ton logiciel il sent ce qui se passe et il est capable d'ajuster le prix. Donc match de foot au Parc des Princes et en plus il fait beau, allez hop on augmente les tarifs. Oui absolument, c'est ça qui se passe et c'est vraiment et là le soutien de la machine à l'homme est démentiel et très très important. Après sur les autres métiers, moi, j'ai l'impression pour l'instant très expérimentale et il n'y a pas encore beaucoup de gains de productivité. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les métiers liés à la réception, l'hébergement, je t'évoquais tout à l'heure la distribution, elle est hyper complexe. Aujourd'hui, nos équipes passent quand même un peu trop de temps à vérifier les réservations. C'est pas très excitant pour eux. Ils préféreraient justement le fameux small talk avec le client. Donc, moi, j'espère que les machines vont prendre le relais sur ce genre de choses. Aussi sur des sujets un peu conversationnels, le 15e mail de la journée pour te demander où est le parking. Pareil, nos équipes n'ont pas une valeur folle là-dessus. Donc, il y a aussi l'IA conversationnelle qui peut rentrer en jeu sur certaines demandes qui ne demandent pas un humain, de façon à ce que nos équipes derrière puissent faire vraiment du contact client. Non, je pensais notamment aussi à l'aspect expérience client. Demain, on peut imaginer d'avoir des IA qui répondent à des questions au sein même des chambres. Oui, alors ma conviction, mais elle est totalement perso, c'est que en tout cas chez Oco-Hotel, les gens viennent parce qu'ils ont un besoin d'humain et ils apprécient énormément. Alors il y a plein de choses qui doivent être faites très vite, bien sûr, de façon très efficace, mais un hôtel c'est un lieu qui vit, qui est incarné par les gens qui y travaillent. C'est eux qui incarnent la générosité, la convivialité, l'hospitalité des lieux. C'est ça qui fait, c'est le small talk que tu as avec le réceptionniste au moment de ton départ, qui te propose de te commander un taxi ou qui te propose un verre d'eau en attendant, etc., qui fait que tu vas avoir envie de revenir. C'est certainement pas une IA.
Eh bien, nous reviendrons forcément chez Oco Hotel, forcément. Il faut d'ailleurs aller consulter le site internet, tout attaché, ocohotel avec un s.com. C'est important si vous ne connaissez pas encore la marque. Merci Solène. Merci infiniment. C'était une super émission. En tous les cas, moi, je me suis régalé. Je pense qu'on est passé par tous les sujets à peu près, et des draps jusqu'à l'IA. Donc, comme quoi, c'est ça, tout est marque. Moi, je vais remercier l'ensemble de nos auditrices, de nos auditeurs, bien sûr, à nous suivre sur l'ensemble des plateformes audio streaming, bien entendu. Suivez-nous aussi avec notre nouveau site internet, toutetmarque.fr, c'est important, qui vous donne justement accès à l'ensemble des contenus de toutes nos émissions. Et sinon, moi, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.